dans notre département, dans nos villages, nous avons vécu il y a si peu de temps une telle vague. Elle nous a frappés, elle nous a marqués. Nous nous sommes révélés une population solidaire avec ceux qui avaient été touchés. Certes, le projet de protection des habitants de la ville de Narbonne ne concerne que les habitants de Narbonne. Mais en même temps, ceux qui habitent aux portes de cette coulée qui peut arriver peut-être, doivent se dire que c'est eux aussi, c'est un des leurs, c'est un de leurs proches, une connaissance. La sécurité de toutes et de tous est en jeu. Il n'y a pas de questions qui doivent être éludées ou qui doivent attendre. Nous savons, grâce aux études qui ont été réalisées, le risque encouru. Nous connaissons également les enjeux et nous savons aussi que financièrement, sur les différents scénarios qui ont été étudiés, un seul, celui qui sera proposé ce soir au débat, un seul protège contre les crues d'occurrence centenale. En élu responsable, que nous sommes tous ici, empreint de solidarité, comme ça vient d'être dit, nous ne pouvons que nous engager vers un projet de protection face à une crue centenale. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, mesdames et messieurs, c'est non pas la vérité, parce que nous le savons tous, il faut se méfier de celui qui vous apporte la vérité. Nous sommes en quête d'humanité et en quête de protection. La responsabilité qui est la nôtre est le maire de Carcassonne. Vous voyez ? Le maire de Narbonne et le président du CMDA l'ont dit. Essayons d'écouter attentivement les techniciens qui vont nous apporter un éclairage sur la solution qui est à apporter. Et ensuite, en conscience, prenons nos responsabilités. Parce que, mesdames et messieurs, il va repleuvoir. Il va repleuvoir dans des proportions que nous n'avons jamais connues encore. Une crue centenale n'est pas une crue qui se passe une fois tous les 100 ans. Et il faut se le dire. Une crue centenale est une crue statistique qui a une chance sur 100 d'intervenir tous les ans. Mais au-delà des définitions, moi ce que je voudrais qu'on retienne collectivement aujourd'hui, c'est qu'une crue centenale est une crue majeure. Aujourd'hui, si on parle de crue majeure, on parle de crue centenale. Quand on parle de crue centenale sur le territoire, c'est quoi? C'est 8500 personnes touchées par une inondation, 200 entreprises, donc des enjeux économiques très forts, que ce soit sur Montredon ou sur Narbonne, des impacts également très forts sur les infrastructures, l'ensemble des routes, moyens de communication et autres, ce qui représente 58 millions d'euros de dégâts sur une crue centenale sur ce territoire. Il faut se rendre compte que, voilà, on en a parlé, c'est plus de 2 mètres d'eau à certains endroits qui aujourd'hui ne le connaissent pas, et donc un risque assez fort. La crue de 94, comme ça peut être illustré sur certaines photos que vous avez vues tout à l'heure, c'est une crue de période de retour 10 ans. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une grande différence entre une crue historique passée, qui a laissé quelques traces pour certains, et la crue de projet dont on parle aujourd'hui. Le Rec de Verret, c'est un cours d'eau qui a déjà fait l'objet d'études. Les premières un peu significatives datent des années 80, portées par la commune de Narbonne à l'époque. Ces premières études techniques ont abouti par des travaux portés par la commune de Narbonne à l'époque, dont on voit encore les bénéfices aujourd'hui, puisqu'on a un bassin écrêteur de crue à Cap de Plat, donc en amont de la rocade, et un couloir endigué au droit de l'espace Liberté, notamment pour protéger le quartier de la Maillole. Donc, c'est une rivière, c'est un ruisseau sec qui est connu, sur lequel l'État aussi s'est penché, puisque les services de la DDTM ont lancé une étude de risque et qui a abouti en 2008 à l'approbation d'un PPRI, document qui statue sur notamment l'urbanisme dans ce secteur-là. Donc le risque, il est connu depuis maintenant quelques années. Aujourd'hui, on est devant vous pour vous présenter les premiers résultats d'une étude qui a débuté en 2017, qui, elle, est portée par le SMDA. Cette étude, elle est financée dans le cadre du PAPI, qui est animé par le SMAR, qui nous permet d'avoir des financements à hauteur de 80%. Et cette étude, aujourd'hui, elle confirme l'état des lieux, qui n'est pas bon,
ça a été dit par plusieurs intervenants. Donc il y a une zone inondable significative, des enjeux en zone inondable, aussi bien des habitations que des enjeux économiques et agricoles très significatifs aussi. Et cette étude aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit au niveau hydraulique? Elle dit que les ouvrages qui ont été faits à l'époque, certes ils sont utiles, notamment pour les petites crues, mais par contre, il faut les compléter si on vise un niveau de protection supérieur. Et comment les compléter? Au travers d'une stratégie en 2 points. Le premier point, c'est ralentir les eaux le plus en amont possible, pour éviter que ces eaux-là ne déferlent sur les zones en jeu. Donc on retient et on ralentit pour faciliter un écoulement tranquille. Et le deuxième point, c'est au droit des zones en jeu, habitées notamment et économiques, on accompagne cet écoulement dans ces zones-là qui sont stratégiques pour éviter que ça déborde et éviter donc d'avoir des dégâts dans ces zones-là. L'objectif de l'étude du SMDA aujourd'hui, c'est de trouver et de proposer les meilleures solutions techniques possibles sur le territoire en tenant compte des spécificités de ce territoire et en ayant une analyse entre le coût de ces aménagements et leur efficacité hydraulique. Dans le projet, il est proposé de compléter cet état actuel par la mise en place de 3 bassins de rétention. Donc, un sur la plaine, celui qu'on appelle le lieu-dit de la plaine, sur la commune de Morandon-et-Corbières, avec potentiellement un stockage de 2,5 millions de mètres cubes. Donc c'est un ouvrage qui représente en hauteur moyenne 12 mètres et en longueur totale à travers de la plaine 240 mètres linéaires. Il y a un second ouvrage qui est imaginé sur la commune de Narbonne, sur le ruisseau de l'Astinos, qui est un affluent du Rec de Verret. Au lieu-dit Bagatelle, c'est au pied des Hauts de Narbonne, où là on a un bassin légèrement plus petit puisqu'il permet de stocker 250 000 mètres cubes. Et la retenue ferait en moyenne 8 mètres de haut sur 150 mètres de long. Cap de Plan, on en a parlé dans la présentation, c'est un ouvrage existant qui joue un rôle. Donc on va continuer à s'en servir, on va l'optimiser pour stocker 430 000 mètres cubes dans cette zone-là. Donc ça, c'est toute la stratégie de rétention amont, la première étape. Et ensuite, dans le couloir endigué, ça a été dit aussi dans la vidéo, aujourd'hui, on a une capacité d'écoulement de 40 mètres cubes secondes, ce qui est largement insuffisant par rapport à une crue centenale. Et dans le cadre du projet, on a l'objectif de doubler cette capacité, donc entre le pont de l'Espace Liberté et l'autoroute, pour passer à 80 mètres cubes secondes. Ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que tous ces ouvrages sont liés. C'est vraiment un parti d'aménagement global, et c'est la combinaison de tous ces outils-là qui font qu'on peut se permettre d'avoir un objectif de protection au niveau centenal. Dans un paysage classique, le positionnement d'un ouvrage écrêteur, c'est en fait la mise en place d'un remblai en terre végétalisé que l'on va venir positionner sur le terrain, donc comme une forme de digue, à la perpendiculaire du cours d'eau et sur une zone stratégique pour pouvoir retenir le maximum de volume en amont. On parle effectivement d'un stockage temporaire d'eau, parce que lorsqu'on a une crue torrentielle, comme ça a été expliqué par Jean-Marie Aversin, on a des volumes d'eau assez importants qui arrivent dans un temps court. Donc le but est de pouvoir les stocker en amont et vraiment de pouvoir contrôler, maîtriser l'eau qu'on va laisser passer à l'aval pour pouvoir la faire circuler librement et sans avoir de dégâts sur les enjeux à l'aval. On parle bien ici d'un stockage temporaire et non d'un stockage sur le long terme. Le but n'est pas de créer un plan d'eau de loisir, mais simplement de réguler les volumes que l'on va avoir en amont. On a un ouvrage ici de 14 mètres de haut en moyenne sur 200 mètres de large qui a été implanté sur le territoire pour lutter contre le même type de crue avec des aménagements autour de cet ouvrage puisque on a eu un dévoiement de route sur cet ouvrage qui a été réalisé sur le coteau. On peut le voir sur la petite image qu'on avait précédemment. On a eu aussi toute une réflexion autour du volet agricole puisque cet ouvrage s'est implanté sur le territoire et une activité agricole a repris à l'amont de cet ouvrage-là puisque c'est tout à fait possible. Il faut savoir qu'un ouvrage écrêteur de crue, il est très efficace, notamment sur les derniers mètres, puisqu'on vient solliciter une surface de plus en plus importante. Si on avait fait un ouvrage légèrement plus petit pour protéger, par exemple, sur une crue de période de retour 10 ans, on serait arrivé sur des ouvrages plus petits de 1 mètre par rapport à ceux qui sont envisagés pour une crue centenale. Donc l'important, c'est l'emplacement des ouvrages. C'est ce qui va permettre de retenir un maximum d'eau.
et leur taille. Ce que j'en retiens, Tout à fait. si je ne me trompe pas, c'est que un niveau de risque d'une crue centenale, on a la taille des ouvrages présentés tout à l'heure, par exemple sur la plaine à hauteur de 12 mètres et sur Bagatelle un petit peu plus bas. Si on retenait un niveau de risque 10 fois moins important, une crue décennale, l'ouvrage ne serait pas beaucoup plus petit, à peine 1 mètre de moins. C'est bien ça. C'est bien ça. Est-ce que néanmoins on aurait pu, ça reste que des ouvrages importants, est-ce qu'on aurait pu faire plusieurs petits ouvrages répartis différemment sur le territoire ? Alors oui, c'est un scénario qu'on a envisagé, qu'on a étudié, notamment sur le site de la Plaine. On a travaillé au niveau du secteur d'Aussière, au niveau du secteur de la Plaine, et un troisième ouvrage intermédiaire à ces deux premiers. On arrive à des hauteurs de barrage assez significatives, de l'ordre de 9 mètres, avec une efficacité moindre, puisque comme j'expliquais, plus l'ouvrage est petit, moins on va solliciter de surface pour des hauteurs moins importantes, et donc un volume retenu plus faible. Tout ça avec des enjeux environnementaux en termes d'emprise foncière équivalente à supérieure. Alors Étienne, tu viens de le présenter, donc je te repasse la question. La localisation précise du coup de l'ouvrage, écrêteur de crue, et le dévoiement de la route dont tu parlais tout à l'heure. Alors effectivement, donc là on parle de l'ouvrage écrêteur dit de la Plaine sur le secteur de Montredon, donc situé sur la route qui s'en va dans les Corbières. Alors pour situer cet ouvrage, donc sans carte c'est un petit peu compliqué, mais pour les gens qui connaissent le secteur, quand vous partez en direction de la carrière, vous avez donc une zone de stationnement sur votre gauche de la route, là une zone en gravier. L'ouvrage sera situé à cet endroit-là, donc il coupera la vallée sur cette zone-là. Et concernant la route, effectivement, le choix qui a été fait par les élus du SMDA est de prendre une stratégie la plus protectrice possible, c'est-à-dire de placer la route hors zone inondable. Donc la route, dans le cadre de ce projet-là, est prévue d'être implantée sur le coteau pour faire en sorte que cette route soit circulable, même en crue centenale, pour qu'on puisse avoir une continuité de service, mais aussi une continuité dans la protection et le secours. Parce qu'il faut penser qu'en période de crue, il faut pouvoir accéder aux habitations qui sont en amont de ces zones qui peuvent être sinistrées pour pouvoir continuer à aller secourir ces personnes ou leur ramener des vivres, notamment en période de crue. Laurent, est-ce que tu pourrais répondre à cette question ? Alors, comme pour la question de la route, il était un peu trop tôt pour vous présenter des tracés définitifs, parce qu'ils sont loin d'être définitifs. Donc, sur le secteur de la Plaine, on a aussi effectivement des tracés de lignes d'eau maximum qui permettront aux propriétaires concernés de visualiser par rapport à leurs parcelles s'ils sont impliqués ou pas. Ça fait partie des choses qui restent à discuter au niveau des élus du SMDA. Il y a plusieurs stratégies possibles. Globalement, on peut dire qu'on va avoir besoin de foncier pour construire l'ouvrage, à l'endroit de l'implantation de l'ouvrage, et qu'il va falloir définir une stratégie sur l'amont. On a besoin de matériaux pour construire cet ouvrage. Plus on va les prendre prêt, moins l'ouvrage coûtera cher. Mais ensuite, il va falloir aussi imaginer toute la gestion et l'après-construction. Donc, il n'y a aucune option aujourd'hui validée par les élus, mais ce ne sera pas une mise sous cloche de ce secteur-là. Par contre, il faudra faire, de la concertation avec les propriétaires fonciers pour savoir si les propriétaires fonciers veulent rester avec leur activité ou est-ce qu'on fait une activité annexe, est-ce qu'on fait des conventions, est-ce qu'on fait de l'achat amiable, il y a plein d'options possibles. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais les activités peuvent continuer. Je pense que Madame s'interrogeait aussi là-dessus. On n'a pas encore abordé la question, mais il y a la question de l'agriculture. Bien sûr. Alors, on a pris tout à l'heure l'exemple d'un secteur qu'on a été visité dans le Gard. On stocke la terre végétale le temps des travaux, on la réimplante ensuite, donc il y a des aménagements particuliers à faire. Et derrière, bien évidemment, il y a beaucoup d'usages qui peuvent perdurer. Il peut y avoir de l'agriculture, il peut y avoir du pâturage, il peut y avoir éventuellement une ferme équestre avec des secteurs. Ça, il n'y a pas de difficulté. Ça se traduit sous forme de convention, de mise à disposition. Et l'objectif, c'est effectivement que la zone en amont continue de vivre avec des usages adaptés. Donc il y a des possibilités. Juste pour compléter ce qui a été dit et redit, sur cette photo-là, cet ouvrage que certains élus ont visité, là on est sur la partie aval.
sur la partie amont, donc qui n'est pas visible sur la photo, des terres ont été restituées pour l'entretien et l'exploitation aux propriétaires. Tous les propriétaires ont été contactés. Des aménagements ont été réalisés à l'arrière aussi. Un plan d'eau de mémoire, des choses qui vont dans le sens de la biodiversité, des cultures. Et tout au bout, c'est pour ça que ça ressemble vraiment à notre territoire, tout au bout, il y a même un centre équestre. Donc on est à peu près, c'est presque la photo de ce qui est proposé en tout cas comme première réflexion sur Montredon. Restante. Donc tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que la situation que vous vivez, et je m'adresse surtout à monsieur qui représente la communauté viticultrice et agricole, même s'il y a des problématiques que j'entends, des problématiques humaines que je comprends, le vrai côté positif, c'est qu'il y a une solution. Et croyez-moi, c'est le plus important dans ce que nous vivons ce soir. D'abord, la capacité que nous avons à nous écouter, à exprimer nos différences et surtout, comme le disait madame, à comprendre que la somme des intérêts particuliers ne font jamais l'intérêt général.